Regarde bien ce document. Il existe vraiment. 9 juillet 1997. Le Washington Post publie l'interview d'un chef d'État qui vient tout juste de gagner une guerre. Et dans cette interview, il avoue quelque chose que personne normalement n'admet à voix haute. Il fallait que nous préagissions et nous avions déjà repéré des Zaïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. Que son armée a planifié, dirigé, commandé la campagne militaire qui vient de porter un autre homme au pouvoir, à des centaines de kilomètres de chez lui. Et cet homme qui parle, c'est Paul Kagame, à l'époque vice-président et ministre de la Défense du Rwanda, mais dans les faits, l'homme fort réel du régime. Et l'homme qu'il vient d'installer à Kinshasa, c'est Laurent Désiré Kabila. Ces jours-là, Kagame vient de signer, sans vraiment les mesurer, les débuts de l'histoire la plus étrange de toute la région des Grands Lacs. Parce que 3 ans plus tard, le même Rwanda qui a porté Kabila au pouvoir va tout faire pour les faire tomber. Et Kabila, lui, va finir abattu dans son propre palais. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vérifier une chose, en croisant les témoignages de ceux qui étaient littéralement dans la pièce. Kabarebe, Bouguera, Museveni lui-même. Comment est-ce qu'on porte un homme au pouvoir avec ses propres soldats pour finir 4 ans plus tard par vouloir sa chute? Reste jusqu'au bout, parce que la dernière partie de cette histoire, personne ne l'a jamais vraiment réglée. Il faut d'abord comprendre qui étaient ces gens avant que le monde ne les connaisse. Laurent Désiré Kabila en 1996, c'est un vieux maquisard oublié. Il traîne depuis des années 60 dans l'est du Zaïre. Il a même croisé Che Guevara à l'époque, sans grand succès. Officiellement, ce n'est pas lui le patron de la rébellion qu'on est en train de monter contre Mobutu. Le 18 octobre 1996, à la frontière rwando-congolaise, naît une coalition, l'FDL. Et parmi ses fondateurs, il y a un jeune cadre tutsi congolais, Deogracias Bouguera. Lui, il représente l'ADP. L'un des mouvements fondateurs, Kabila, à ce moment précis, n'est que les porte-paroles visibles de l'Alliance, les visages qu'on montre, pas encore les cerveaux. Et il y a un autre homme dans l'ombre qui va devenir central dans cette histoire, James Kabarebe, officier de l'armée rwandaise. Il va très vite devenir l'un des architectes militaires de toute la campagne. Kabarebe raconte lui-même sa rencontre avec Kabila, et ce qu'il en dit est révélateur. À Kisangani, pendant que les foules chantent et acclament l'avancée de la rébellion, Kabarebe met Kabila en garde. Ne te laisse pas tromper par tous ces chants, lui aurait-il dit. Ces gens qui chantent aujourd'hui sont les mêmes qui descendront des mains manifester contre toi. Ils ont souffert depuis des années. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Un avertissement d'officier à un futur chef d'État, presque prophétique, quand on connaît la suite. Parce qu'en face, il y a un premier obstacle. Le président militaire initial de l'AFDL, André Kisase Ngandu, un homme qui s'opposait au massacre des réfugiés Hutus commis pendant l'avancée, est assassiné en janvier 1997. Officiellement, on ne sait toujours pas avec certitude qui a donné l'ordre. Les archives disponibles évoquent Kabila ou Kagame lui-même. Sur ces points précis, aucune source ne permet de trancher. Je le note ici parce que ça va compter pour la suite. Dès le tout début, cette alliance élimine ceux qui la freinent. 7 mois plus tard, le 17 mai 1997, Mobutu tombe. Kabila devient président et ce que Kagame confirme au Washington Post 2 mois après cette victoire, ce n'est pas un détail, c'est ce que les officiers rwandais des rangs intermédiaires ont été aux commandes des opérations clés
pendant toute la campagne. Ce n'est pas une rumeur d'opposition, c'est l'aveu du chef d'État rwandais lui-même dans la presse américaine On the Record. Et la nouvelle administration congolaise les reflète immédiatement. James Kabarebe devient chef d'état-major des forces armées congolaises, un officier rwandais à la tête de l'armée du pays voisin qu'il vient d'aider à conquérir. Bizi Makara, présenté à l'époque comme congolais, obtient lui aussi un poste stratégique pour installer Kabarebe à ce poste. En novembre 1997, Kabila doit d'abord écarter un homme, Anselme Massassou Nindaga, ex-chef d'état-major de l'AFDL. Il est emprisonné. C'est le premier signal d'un mouvement qui va se répéter pendant toute l'année qui suit. Kabila écarte un par un les fondateurs même de l'AFDL qui l'ont porté au pouvoir. Il y a un moment dans cette histoire que je voulais vérifier de près, parce que deux témoins qui ont vécu la même scène n'en rencontrent pas la même version. C'est les gens au stade Kamanyola. Kabila organise une célébration, les invités d'honneur, les pasteurs Bizimungu. Président du Rwanda, c'est lui qui a fourni les gros des troupes de la campagne. Yoweri Museveni. Président ougandais, c'est lui qui a rapproché Kabila des Rwandais dès le départ. Des représentants angolais dont le pays a fourni hommes et armes à la rébellion. Sauf que le stade est à moitié vide. Pour une capitale de près de 7 millions d'habitants à l'époque, c'est un vide qui se voit. Les stades étaient à moitié vides. Kabarebe, de son côté, avance une explication précise. Selon lui, c'est l'IDPS, les principales partis d'opposition congolais, qui auraient appelé à bouder l'événement en réclamant que Kabila réorganise les pays autour d'une table de dialogue avec eux plutôt que par la voie militaire. Est-ce que c'est la vraie raison? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Kabarebe donne sa version. Aucune autre source indépendante ne vient la confirmer ou la contredire dans ces dossiers. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que ces stades à moitié vides ces jours-là est déjà un signal. L'alliance qui vient de gagner une guerre n'a pas gagné les pays qu'elle prétend représenter. C'est à partir de là que tout commence à se fissurer, sur plusieurs fronts en même temps. D'abord l'argent. Kabarebe les raconte lui-même son détour. Kabila commence à accuser les Rwandais de faire sortir illégalement les cobaltes congolais. Kabarebe, en réaction, décide de se retirer. Kabila part lui-même au Rwanda renégocier, alors que les relations entre les deux hommes sont déjà tendues en ces moments-là. Ensuite, la purge continue. Deogracias Bugera, cofondateur de l'FDL, rappelle-toi, témoigne que Kabila l'accuse à son tour, en 1998, de préparer un coup d'État. Kabila produit, dit Bugera, 30 kilos de documents pour étayer l'accusation. En juillet 1998, la mécanique s'accélère à vue d'œil. Le 14 juillet, Kabila renvoie son directeur des cabinets rwandais. À la mi-juillet, Kifwa remplace officiellement Kabarebe. Les 27 et les 28, selon les sources, Kabila ordonne purement et simplement la fin de la présence militaire rwandaise et ougandaise sur les sols congolais. Kabila envoie un émissaire à Kigali, Mwenze Kongolo. Le message qu'il porte est direct. Il est temps que vos militaires rentrent chez eux. Et c'est là que Kabarebe livre les détails les plus lourds de tous ces dossiers. La nuit même où les troupes rwandaises quittent Kinshasa, dit-il, la chasse aux Tutsis congolais commence dans la capitale. 4 jours plus tard, 4 jours seulement, une rébellion éclate à l'est du pays. Kabila, à la télévision, tranche sans nuance. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici. Qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respect. Est-ce que c'est entièrement vrai? En partie, oui. Les archives confirment que plusieurs cadres de l'AFDL
qui ont rejoint cette nouvelle rébellion, les RCD, sont d'anciens compagnons de la première heure. Bouguera lui-même en fait partie, aux côtés de Bizi Makara et de Moïse Nyarugabo. Mais présenter l'ensemble du mouvement comme une simple armée étrangère déguisée, c'est déjà de la part des Kabila. Une façon de nier toute légitimité congolaise à une révolte qui y a aussi des racines internes. Quelques jours après le déclenchement de la rébellion, une tentative rwando-ougandaise de prendre directement Kinshasa par l'ouest. L'opération de Kitona échoue de justesse, sauvée par l'intervention militaire de l'Angola et du Zimbabwe et de la Namibie. Les pays entiers basculent dans ce que les historiens appelleront plus tard la guerre mondiale africaine. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Et c'est là qu'un des témoignages les plus francs de tous ces dossiers arrive, de la bouche même de Museveni. Il reconnaît sans détour que l'Ouganda n'a pas porté Kabila au pouvoir par pur altruisme, mais c'est parce qu'ils avaient des intérêts dans cette affaire. La sécurité de ses propres frontières, en premier lieu, il ajoute l'essentiel. Une fois au pouvoir, Kabila n'a pas respecté les accords passés par ses parrains, avec ses parrains. C'est peut-être la phrase la plus honnête de toute cette histoire, pas une trahison unilatérale, un contrat d'intérêt rompu de deux côtés. Kabila qui purge et accuse ses alliés d'origine, les Rwandais et l'Ouganda qui répondent en armant la rébellion censée les renverser, Kabila de son côté s'allie au Zimbabwe et à l'Angola pour tenir face au Rwanda et à l'Ouganda. Ces conflits durent. Le RCD lui-même finit par se scinder en plusieurs factions rivales. Et au milieu de tout ça, Deogracias Bouguera, c'est lui qui, 2 ans plus tôt, cofondé l'AFDEL aux côtés de Kabila, résume en une phrase ce que son propre parcours est devenu. Il a décidé de prendre les armes contre l'homme qu'il avait aidé à porter au pouvoir. Le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est abattu dans son propre palais par un de ses gardes du corps, un Kadogo, un enfant soldat de son escorte, du nom de Rachidi Mizele Kasereka. Le tireur est immédiatement abattu à son tour, sur place, par le colonel Edi Kapende. Ça, c'est établi, personne ne le conteste. Ce qui reste, en revanche, une zone d'ombre 25 ans après, c'est la question du commentaire. Et là, je préfère être honnête avec toi plutôt que de trancher à ta place. En 2003, un procès militaire congolais prononce une trentaine de condamnations à mort, dont celle de Kapende lui-même. Mais ce procès a été depuis largement contesté par plusieurs organisations de défense des droits humains pour son manque d'équité. De son côté, les chercheurs Jason Stearns du Congo Research Group avancent 3 pistes possibles. Je dis bien pistes. Par conclusion, des négociants des diamants libanais, les Rwandais lui-même, via d'anciens assassins protégés à Kigali, puis réintroduits par les RCD, ou encore les opérateurs économiques angolais, 3 hypothèses, aucune preuve définitive attachée à une seule d'entre elles dans ces dossiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sincèrement qu'un ancien allié devenu ennemi avait sur les papiers un mobile, que plusieurs pistes existent ou qu'aucune d'entre elles à ce jour n'a été établie comme un fait? C'est ici que mon enquête s'arrête. Honnêtement, je ne peux pas te donner un coupable que les archives elles-mêmes ne me donnent pas.